Que Dieu vous bénisse. Nous voulions un peu discuter d'un projet qui peut nous permettre de faire l'argent en communauté chrétienne, communauté des enfants de William Branham. Et j'ai préparé quelques slides pour vous que j'ai appelé la force de l'union. Ensemble, devenons une force financière. Donc, travailler ensemble, c'est même une des caractéristiques de l'âge. Parce que même Frère Branham, donc j'ai mis une citation ici, où Frère Branham nous montre que les nations aujourd'hui s'unissent, les conciles écuméniques, les églises s'unissent, les believers et les païens s'unissent, parce qu'au fait, c'est le temps de l'union. Et l'église doit se réveiller pour s'unir avec Christ, comme l'époux et l'épouse. Donc, cette citation que j'ai mise ici, c'est simplement pour confirmer que c'est dans l'union qu'il y a la force. Et l'âge dans lequel nous vivons, parce que tout ce que les gens font aujourd'hui, ils ont pris ça dans le laboratoire de Dieu. C'est pour nous montrer que quand on est ensemble, on peut faire l'argent. Alors, j'ai mis ce tableau ici pour vous donner une idée. Si nous voulons investir et que l'on se dit qu'on peut investir 200 pounds par mois, comme un exemple. Une personne qui investit 200 pounds par mois, comme vous allez le voir sur mon tableau, il peut facilement faire 2400 pounds en une année. Mais si vous prenez 10 personnes, ils feront 24 000. 15 personnes feront 36 000 et 20 personnes feront 48 000. Alors, c'est là où on se pose la question. Pourquoi vouloir faire tout seul en 10 ans ce que 10 personnes peuvent faire en une seule année? Et c'est là même le principe. Le monde d'aujourd'hui est un monde capitaliste, où si les gens veulent investir, au lieu d'attendre, d'épargner de l'argent, on va emprunter l'argent auprès d'une banque et on achète ce que l'on veut, on commence un business et on commence à repayer. Parce qu'on n'a plus de temps à perdre dans l'accumulation des fonds dans un temps très long. Voilà pourquoi on s'est dit, si des frères peuvent se réunir, un groupe de 10 frères, de 15 frères et de 20 frères, et qui sont committed, et qui se sont engagés pour bâtir, accumuler un cash, pour faire des projets, pour faire des business, on peut facilement le faire quand on est nombreux. On donne qu'à celui qui a quelque chose. Et on ne donne rien à celui qui n'a pas. Donc, pour avoir quelque chose, il faut commencer quelque part. Et commencer quelque part, il faut commencer à mettre de côté pour avoir quelque chose qui demain nous donnera la capacité de pouvoir emprunter, de pouvoir recevoir et de pouvoir multiplier. Alors, le projet que nous voulons développer ici, c'est un projet immobilier. Parce que l'immobilier a plusieurs facettes qui permettent aux gens de s'enrichir et de s'enrichir considérablement. Et le processus pour s'enrichir demande un petit effort au début, mais tout le travail se fait dans le temps et c'est quelqu'un d'autre qui paye pour vous les biens immobiliers que vous allez acquérir. J'ai pris un exemple ici pour acheter une maison de 100 000 pounds ici au UK. Dernièrement, je parlais d'un exemple de 125 000, mais aujourd'hui, je suis revenu à un exemple de 100 000 pour que les chiffres soient un peu plus ronds. Donc, on a besoin de payer une garantie de plus ou moins 25% pour acquérir un bien pour location. Ceux qui veulent acheter à titre privé, ils payent des garanties un peu plus faibles, de 10%, et s'il y a l'aide de l'État, c'est encore plus faible. Mais dans notre cas, qui est dans le but d'investir, si vous voulez acheter une maison qui coûte 100 000, il vous faut avoir une garantie de plus ou moins 25%, ce qui représente 25 000 pounds. Les frais légaux, donc les frais d'avocat, les frais de property pour enregistrer tous les documents, sont estimés à plus ou moins 3 000 livres. Alors dans ce cas ici, le prêt bancaire que la banque nous fait représente 75 000. Donc, pour un prêt de 75 000, on a eu à faire quelques simulations auprès de
de certains mortgage advisors, que vous appelez chez vous en français peut-être des conseillers financiers. Et ils nous ont fait des simulations où avec un prêt de 75 000, on peut facilement repayer entre 150 à 200 livres. Mais dans le cas ici, j'utilise 200 livres simplement pour être dans le pire des cas. Mais moi, j'ai des estimations de 105, 110 et 150 pour un même type de prêt. Alors pour ce genre de maison, selon le marché ici dans le UK, à Birmingham, ou dans les environs de Milton Keynes, pour une maison de cette valeur, le loyer s'élève à plus ou moins 600 livres. Alors si vous avez un repaiement mensuel que vous payez à votre banque de 200 livres et que vous percevez un loyer de 600 livres, ça vous fait déjà un profit de 400 livres par mois. Alors ici, dans le cadre de ce business, on veut créer un business où on a l'objectif d'éliminer tous les risques possibles. Non seulement on crée un business, mais on crée également un business où on élimine le risque en assurant le loyer. Parce que comme vous savez, quand vous êtes bailleur, vous avez un locataire, il peut avoir des problèmes, il peut payer certains mois, et pendant certains mois, il ne paye pas, ou il a un problème, ou un locataire peut sortir, et pendant le temps où vous changez de locataire, tous ces vides-là, ce sont des coûts que vous devrez couvrir si vous n'êtes pas assuré. Alors, en assurant le loyer, vous vous donnez cette protection, de sorte que même quand le locataire ne paye pas votre loyer, l'assurance paye quand le locataire ne paye pas. Ou quand le locataire doit sortir et qu'il y a un vide d'un mois, 2 mois ou 3 mois, le temps de retrouver un autre locataire, l'assurance paye le loyer, ce qui veut dire que ça élimine le risque. Tous les mois, vous avez constamment votre loyer. Bien sûr, quand vous assurez votre loyer, l'assureur veut participer aussi dans la sélection du choix du locataire, ce qui est totalement normal. Ça nous intéresse, ça nous protège et on veut qu'ils participent, on les laisse participer. Mais le but pour nous, c'est d'enlever un risque. Voilà pourquoi sur notre profit de 400, on enlève encore 50 et on obtient un net profit de 350 pour une maison de 100 000 avec le prêt de 75 000 que nous obtenons. Alors, dans ce cas de figure, vous pouvez voir que nous avons créé un business qui s'auto-paye. C'est-à-dire que c'est un business qui se paye de lui-même. On a acheté une maison, on a pris un prêt, et le loyer que l'on perçoit est supérieur au prêt que nous payons. Ça veut dire que votre locataire achète votre maison pour vous. Et vous avez payé votre assurance de telle sorte que, même si votre locataire ne paye pas, votre maison s'auto-paye d'elle-même. Ce qui veut dire qu'on a créé ce qu'on appelle un business clean, qui est un paiement total et ça ne vous affecte plus financièrement. Et même quand vous allez auprès de votre banque demander un autre prêt, généralement, quand on va demander un prêt, on regarde d'abord les prêts que vous avez avant et comment est-ce que vous les payez. Mais ce prêt ici, ça ne devient plus une charge pour vous parce que quand vous présentez l'état financier de ce prêt, ce n'est plus une charge car c'est un prêt qui s'auto-paye et qui génère un profit qui peut même payer un autre prêt. Alors la seule chose pour vous à faire, c'est d'aller initier une autre procédure pour acheter une autre maison. Et notre problème est de continuer à multiplier les biens en créant des structures similaires à ce que vous voyez sur notre écran. Alors, j'ai fait une petite projection pour nous donner une idée de ce que l'on gagne. Parce qu'on gagne en termes de loyer, mais on gagne également en termes d'équité. Équité, en français, ce sont des capitaux propres. Ça veut dire que c'est quand vous avez un bien immobilier qui lui-même prend de la valeur plus le temps passe. Et cette valeur-là qui s'augmente à la valeur initiale du bien, c'est ce qu'on appelle l'équité chez nous en anglais ou capitaux propres pour les francophones. Alors j'ai fait une estimation où à supposer qu'on arrive à générer 10 maisons, ça semble être difficile, mais c'est plutôt simple de faire. Éventuellement, l'objectif, ce n'est pas d'avoir 10 maisons, c'est d'en avoir une centaine. Et pourquoi pas atteindre les milliers. Parce que nous ne visons pas bas, nous visons toujours haut et le plus haut possible. Voilà pourquoi nous sommes venus au temps de Malachie 4. Parce que l'aigle, c'est un oiseau qui monte, comme vous savez, dans les firmaments. Alors, j'ai fait une simulation. Je me suis dit, bon,
si on a 10 maisons, et que chacune de ces maisons nous génère un profit de 350, éventuellement on aura des maisons qui vont nous générer 500 de profit, on aura des maisons qui vont nous générer 400, on aura des maisons qui vont nous générer 350, mais j'ai pris une moyenne, je me suis dit, si on a 10 maisons et que chacune de ces maisons-là nous génère 350 de profit, comme je l'ai expliqué dans les slides précédentes. Donc les 350, quand on multiplie par 12, ça nous fait 4200. Et quand vous multipliez par 10 maisons, ce sont les 42 000 que vous voyez là, que vous obtenez en une année. Éventuellement, quand vous gagnez 42 000 en une année, ça vous fait 84 000 en 2 ans, et nous avons les 210 000 que nous avons ici en 5 ans. C'est l'accumulation de profits que vous avez gagnés tout au long de ces années. Maintenant, je me suis dit, c'est une estimation. Votre maison que vous avez commencé à 100 000, à supposer que cette maison-là de 100 000 chaque année gagne une valeur de 5 000. Ça veut dire que l'année suivante, la maison vaut 105 000 si vous voulez la vendre. Et l'année suivante, la maison vaut 110 000 et 120 000 jusqu'à atteindre 125 000. Donc, si vous avez une maison qui gagne 5 000 de valeur immobilière par année, donc quand vous avez 10 maisons qui gagnent 5 000 de valeur immobilière, chaque année, la première année, les 10 maisons vont générer les 50 000 que vous voyez. Et l'année suivante, ça va représenter 100 000 de gains. Et sur 5 ans, vous avez 250 000 de equity qui ont été générés sur vos maisons. Vous pouvez sortir ces 250 000 là cash, tout comme vous pouvez également les laisser et laisser que vos maisons continuent à accumuler de valeur. C'est pour vous donner une idée que ce que nous gagnons, ce n'est pas seulement les loyers, mais c'est une augmentation exponentielle de valeur immobilière avec la croissance et l'augmentation des valeurs de ces biens immobiliers. Dans ce cas de figure, donc j'ai donné un cas de figure où on pouvait gagner un profit de 460 000. Bien sûr, si vous payez 20% de taxes, ça réduit un peu, parce que je n'ai pas mis les taxes dans les chiffres que je suis en train de montrer, mais c'est pour nous donner une idée de ce qui peut être gagné. Ce qui est à gagner est énorme. Et dans les chiffres que vous voyez ici, ils sont très conservatifs. Ce sont des choses que les gens font de façon communautaire. Les communautés chinoises le font, les communautés africaines le font, certains Nigérians le font, mais les Congolais, on ne sait pas travailler en communauté. On ne sait pas travailler ensemble. Le challenge pour nous, ce n'est pas de réaliser ce genre de somme, parce que ça, c'est très facile à faire. Le challenge pour nous, c'est d'accepter de travailler ensemble et d'accepter de se mettre ensemble et d'économiser ensemble pour accumuler un minimum de cash possible qui va générer un point de départ. Et ce point de départ sera une ouverture vers des choses exponentielles. Aujourd'hui, on parle simplement d'immobilier. Mais demain, seul le ciel est la limite. Il y a plusieurs valeurs que nous pouvons offrir à nos communautés. Il y a plusieurs bénéfices que nous pouvons offrir. Il y a plusieurs business annexes qui pourront venir, dans lesquels nous voudrons investir quand vous avez ce genre de sommes. Parce que ce sont des sommes qui vont se générer que peut-être qu'on ne voudra pas laisser fixes dans les banques. Peut-être qu'on va encore les réinvestir. Peut-être qu'on va utiliser ces profits pour acheter d'autres maisons cash au lieu de commencer à les acheter à profit et gagner beaucoup plus que ce que l'on gagne avec les maisons qui ont été achetées à crédit. Donc, il y a des choses multiples qui peuvent se faire au fil du temps. Que devons-nous faire? Comment procéder pour mettre cette œuvre en marche? Il nous faut trouver des partenaires fiables. Il faut trouver un groupe de 8 à 12 personnes. Ça peut être plus grand, mais bon, je pense qu'il est toujours bien de commencer à un nombre assez restreint pour mieux gérer, pour mieux se gérer. Plus on est nombreux, plus c'est un peu compliqué. Mais quand on commence dans un nombre qui est assez gérable, on peut facilement débuter et puis voir ce que ça va donner. Éventuellement, s'il faut faire appel à plus de gens ou à plus de cash ou à plusieurs formes de structure, la chaîne peut s'agrandir du moment qu'on structure bien. Mais je pense qu'on peut créer une structure de base avec 8 ou 12 personnes.
S'assurer de la stabilité financière de tous pour contribuer pendant au moins 5 ans. Bien que pendant la première ou la deuxième année, nous allons déjà commencer dans les processus d'achat, mais nous voulons quand même que pendant 5 ans, bien que le business va commencer déjà à générer de l'argent pour nous, mais que nous continuions toujours à mettre du cash dans le business pour lui permettre de se développer plus rapidement. On ne va pas attendre qu'une maison commence à générer assez pour acheter une deuxième et une troisième. Donc, il est bon de continuer à insuffler du cash, à aider le business à avancer en mettant quelque chose et en continuant de mettre. Et voilà pourquoi il faut des gens qui sont stables, qui ont un emploi stable et qui peuvent soutenir leur engagement de mettre la somme à laquelle on va s'entendre. S'assurer que tout le monde comprenne bien la vision. Qu'est-ce que nous voulons faire et pourquoi nous voulons faire et y adhérer. Fabanam dit que quand vous voulez travailler avec votre frère, il faut que les choses soient bien définies dès le départ. Yes. Quand les choses sont bien définies, alors vous saurez marcher ensemble. Yes. Les choses ne sont pas comprises et que ce ne sont pas définies dès le départ, donc ça crée des problèmes dans le temps. Il faut comprendre qu'ici, c'est un business. S'il faudra marcher ensemble, il faudra travailler en termes de business. Utiliser le langage de business et se traiter comme des business associés. Donc, il n'y aura pas de parti pris que nous sommes des frères, que ça c'est les pasteurs, que ça c'est l'armée. Donc, le business marche selon le langage du business. C'est le monde de Satan. Et il faudra décider d'un montant de contribution mensuelle qui sera acceptable pour tout le monde, afin que tout le monde s'engage et à aller de l'avant avec le montant de contribution. L'étape suivante, ce sera de structurer la chose. Il faut trouver un nom pour identifier le groupe. Je pense que nous sommes ouverts à toutes les idées que les gens proposent. Nous avons un groupe similaire que nous avons créé à Londres, qu'on appelle Nkitalisanga, qui veut dire la richesse du groupe. On peut trouver un nom similaire, ou on peut trouver un nom du message, on peut trouver un nom qui nous identifie comme étant le peuple de Malachie 4, ce que vous voulez. Du moment que nous avons un nom qui plus tard deviendra le nom de la compagnie. Alors ensuite, il faut identifier un compte ou une personne temporaire qui pourra recevoir les contributions. Parce que pour que l'on mette l'argent, il faut qu'on le mette quelque part. L'idéal, ce serait d'avoir un compte bancaire dès le début. Mais avoir un compte bancaire d'une structure, il faut d'abord créer la compagnie et ensuite ouvrir le compte bancaire de la compagnie. Mais pour créer la compagnie, il faudrait qu'on s'assure que tout le monde est committed, que tout le monde est engagé et dédié à avancer. Et on a toujours pensé qu'il est bon de commencer en parallèle dans un compte virtuel ou un compte de quelqu'un ou donné à quelqu'un. C'est une façon pour nous d'apprendre à se connaître, une façon pour nous d'apprendre à se faire confiance et de voir comment est-ce que pendant les premiers 2-3 mois, on met l'argent. Et si on voit que les gens qui ont souscrit, supposons que 10 personnes, que tous les 10 personnes, pendant les 3 premiers mois, ils mettent l'argent de façon consistante, alors on se dit, bon, les gens sont sérieux, allons ouvrir la compagnie. Parce que quand on ouvre la compagnie, tous les 10 là, ils deviennent des shareholders. Et pour les changer et les enlever, ça devient beaucoup plus difficile. C'est quoi les shareholders en français? Les shareholders, ce sont les actionnaires. Donc quand vous ouvrez une compagnie, tous les contribuants qui mettent l'argent, ils deviennent actionnaires. Ce sont eux les propriétaires de la compagnie. Et là, on va déjà dans une situation classique ou légale, que quand les gens deviennent actionnaires, pour les enlever de la structure, il faut passer par des structures légales. Il faut des réunions, il faut des votes, il faut que ça se fasse correctement, que ça soit documenté correctement, quand on a enlevé quelqu'un, le pourquoi on l'a enlevé, parce qu'on va fonctionner comme étant un business. Voilà pourquoi, avant d'arriver à ce stade où on est sûr qu'on va ouvrir une compagnie avec 10 personnes, ou 8 personnes, ou 12 personnes, il serait bon qu'on voit comment est-ce que les gens contribuent pendant 2-3 mois sur le côté et voir que ces gens-là sont vraiment committés. Et ensuite, une fois que ça a été établi, on va de l'avant, on ouvre la compagnie au nom qu'on aura choisi
Et une fois qu'on ouvre la compagnie, alors on prend l'argent que l'on contribuait et on met ça dans le compte de la compagnie que l'on va ouvrir. Et éventuellement, la compagnie, on doit avoir 2 ou 3 directeurs qui seront les travailleurs des 12. Les 2 ou 3 peuvent être l'un de ces 12-là, ou ça peut être des gens externes. Mais bon, comme vous savez, quand vous commencez un business au début, vous n'avez pas besoin d'engager les gens, donc ça doit être les gens qui sont dans le groupe et dans la philosophie, qui commencent d'abord eux-mêmes à gérer afin qu'il y ait moins de dépenses et moins de maux de tête. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de gérer les choses pour vous pendant que vous ne les payez pas encore. Mais vous-même, vous pouvez accepter de ne pas être payé car c'est votre business qui commence. Yes. Donc, les directeurs seront l'un des 8 à 12 et ils auront des mandats d'une année ou de 2 ans et ils feront des rapports. Il y aura toujours des réunions trimestrielles avec tous les actionnaires et la structure commence à fonctionner comme une structure normale. Donc, c'est en gros l'idée générale de comment est-ce qu'on peut œuvrer avec cette chose. Mettre une structure en place et commencer à contribuer. Chaque contribution, quand on les met dans le compte de la compagnie, surtout si on se dit que pendant la première année, on ne va rien faire, donc le dépôt vers le compte sera Capital Investment, dépôt de capitaux ou contribution financière de chaque actionnaire dans le compte de la compagnie. Ce qui veut dire qu'on a une justification du pourquoi il y a de l'argent qui entre dans le compte, mais qui ne sort pas et qui n'est pas utilisé. Parce que dès que la compagnie est créée, donc les choses doivent être fonctionner administrativement correctement, puisqu'on doit reporter à l'État anglais comment est-ce que la compagnie fonctionne, pourquoi est-ce que l'argent entre et pourquoi ça ne sort pas, et etc. Mon conseil est de commencer le plus tôt possible, de commencer dès que vous pouvez. Quand on décide de faire quelque chose et qu'on a compris la chose et que les choses sont bien conçues, il n'est pas bon d'attendre. Il est toujours bon de se lancer et de commencer. Car le business est un risque. Il y a toujours possibilité de gains, il y a possibilité de pertes. Bon, ici, on parle d'un business où la partie risque est très faible et très réduite parce que, comme pendant la première année, il n'y aura pratiquement pas d'activité, donc il n'y a pas de risque de perdre de l'argent. Donc, dans un premier temps, la première phase, c'est une phase d'accumulation de fonds. C'est une phase où vous bâtissez la relation avec votre banque, où la banque voit que vous êtes un groupe qui, chaque mois, à la même date, vous mettez de l'argent, vous accumulez de l'argent, et la banque voit également la fréquence, et c'est comme ça que vous commencez à être considéré. Et on vous donne une carte de crédit, et on commence à vous évaluer. Et éventuellement, en plus, vous accumulez de l'argent. À supposer que nous sommes 10 personnes qui mettent 200 chaque mois, ça veut dire 2000 chaque mois. Le jour où vous allez demander un prêt et qu'on regarde que le prêt, là, vous allez commencer à repayer 200 par mois. Pendant que vous, tous les mois, pendant plus de 12 mois, vous avez mis 2000 chaque mois. Donc la banque est beaucoup plus confiante à savoir que ces gens-là, ils mettent 2000 dans leur compte pendant tous les mois. Et j'ai vu ça pendant 12-18 mois. Je n'ai pas de risque à leur donner un prêt où ils vont repayer 200. Et puis aujourd'hui, il est plus difficile pour vous d'acheter un ordinateur à crédit, un téléphone à crédit, que d'acheter une maison à crédit. Parce que la maison, c'est un business que les banques aiment. Et les banques ont très peu de problèmes à donner aux gens les maisons à acheter. Parce qu'eux, ils ne perdent jamais. Ils gagnent toujours. Quand ils vous donnent une maison à crédit, d'abord, on vous oblige de prendre des assurances qui sont telles que quand vous allez en faillite, votre assurance doit repayer cette maison-là. Si vous l'avez pris à titre personnel, on vous force de prendre une assurance vie qui est telle que si vous mourrez, votre assurance paye la maison. Et si vous-même de votre vivant, vous n'arrivez pas à payer la maison, la banque vient vous saisir votre maison et elle revend votre maison. Et la banque peut même faire plus de profit sur vous, sur le reste qui vous restez à payer sur votre maison. C'est un business que les banques aiment et adorent. Parce qu'ils ne perdent très peu.
très difficilement. Je peux dire qu'ils ne perdent jamais. Voilà pourquoi quand vous voulez aller acheter une voiture à crédit ou un téléphone à crédit, si vous voulez comparer à la maison à crédit, la banque vous donne la maison tous les jours et chaque fois. Parce qu'il sait que ça c'est un business où je pars et je suis toujours gagnant. Parce que si vous comptez, pour nous, c'est un business. Et on sait que ce sont les locataires qui vont les repayer. Mais la maison à 100 000 que vous payez pendant 25 ans, avec l'intérêt que nous payons là, à la fin de l'histoire, la banque, elle gagne 250 000 plus ou moins. C'est toujours 2,5, 2,3, 2,6 plus que la valeur initiale. Donc, ils ne perdent rien. Et c'est pour ça que... Là, vous avez dit créer une compagnie. Comment? Créer une compagnie. Vous avez dit choisir qui sera directeur de la compagnie. Oui, oui. Donc, la prochaine étape, c'était créer une compagnie. Oui, oui. J'ai pas parlé de ça? Non, non. Le reste, même créer un compte bancaire au nom de la compagnie, vous n'avez pas encore parlé de ça. Si, j'ai parlé de ça. Ah, tu as parlé de ça? Oui, oui. Donc, quand je disais que quand on trouve le nom, alors on trouve un moyen de commencer à mettre de l'argent. Et puis, dans le groupe, dans le nombre des gens qu'on aura, on va décider qui seront responsables de gérer la compagnie. Parce que quand vous créez la compagnie, il faut que les noms des directeurs soient donnés. Donc, il faut connaître qui sera directeur avant de créer la compagnie. OK. Parce que quand vous faites l'enregistrement, ce jour-là, les shareholders, ils sont connus parce que c'est tout le monde. Les actionnaires, donc. Les actionnaires, ils sont connus parce que c'est tout le monde qui est dans la structure. Mais les directeurs, ce n'est pas tout le monde. Ça doit être un nombre réduit. Et plus on va commencer à avancer, plus on va commencer à partager des types, donc des conseils, d'expériences de comment on le fait. Parce que tout le monde peut être là, mais on peut dire, pour être directeur, il faut d'abord choisir les gens qui ont des bons crédits records. Il ne faut pas mettre tout le monde directeur. C'est-à-dire que si quelqu'un sait déjà qu'il a des prêts et qu'il n'a pas repayé et que son crédit score est très mauvais, il ne faut pas du tout le mettre comme directeur. Même si demain on veut que cette personne-là soit la personne qui va gérer la compagnie, au début il ne faut pas que lui soit directeur, jusqu'à ce qu'on ait ouvert le compte bancaire. Parce que quand vous allez ouvrir un compte bancaire, surtout si vous allez chez Barclays par exemple, et que le jour où vous partez, vous avez choisi par exemple 2-3 directeurs. Et parmi les deux, il y en a un qui a un très mauvais credit record. Ce jour-là, quand Barclays vient, la première des choses qu'il check, les credit records des directeurs. Si l'un d'eux a un credit record qui est mauvais, on refuse de vous ouvrir le compte et ça devient difficile pour qu'on vous ouvre le compte à l'avenir. À cause de l'un d'eux. Donc déjà, il faudra vous-même checker, parce que tout le monde peut checker. Nous-mêmes, on peut checker quel est votre credit record. Ah, lui, il a un bon. Ah, lui, il n'est pas bon. Et si même il y a un seul qui est bon, au début, on peut même accepter que le directeur qui en est un seul, de celui qui a le bon credit record, parce que c'est stratégique. C'est pour qu'on puisse ouvrir un compte bancaire auprès d'une banque que nous voulons. Barclays, HSBC ou Santander. Ce sont des banques qui sont très faciles à donner des prêts immobiliers. Bon, les autres, ils sont là également, mais ces trois-là sont les meilleurs en termes des prêts immobiliers. Et ils vous donnent aussi beaucoup d'avantages, des prêts d'argent pour les compagnies et tout ça. Donc, dans la structure, on va commencer à avancer, on aura des réunions, on va commencer à discuter de... Quand on voudra ouvrir le compte, on va dire, hey, avant d'ouvrir, même quand on voudra choisir les directeurs, on va dire, hey, les deux, c'est comme un test de sang, qui croit quoi? Est-ce que toi tu crois l'avenir? Si tu ne crois pas l'avenir, bon, toi tu es de côté. Bon, c'est un peu dans ce sens-là. On regarde qui a un bon credit record pour mettre directeur. Parce que ça affecte même le futur de la compagnie. De commencer avec des gens qui sont clean selon le système UK. Nous, quand on avait commencé, on avait une dame qu'on voulait qu'elle soit directeur parce qu'elle est dans beaucoup d'activités, elle a beaucoup de contacts aussi. Mais elle a eu un problème dans le passé, parce que ça arrive à tout le monde. Elle avait pris un prêt qu'elle a voulu investir au Congo pour que ça reproduise, mais les gens de la famille ont fait des aventures et l'argent n'est jamais revenu. Elle se retrouve à payer, elle a eu des problèmes parce que c'était des grosses sommes. Aujourd'hui, elle continue à payer, mais elle n'était pas encore clean pour être directeur. Dans le système de Barclays,
Donc, elle n'était pas bonne. Heureusement pour nous, donc le banquier avec lequel on traitait disait, ah, si vous voulez venir ici, il faut que vous soyez clean. Si l'un de vous n'est pas bon. Et elle déjà a dit, ah, moi je sais déjà que je ne suis pas bon. Et là maintenant, quand on avait créé la compagnie, elle était déjà directeur. Donc on a dû repartir et faire un amendment et l'enlever elle de la liste des directeurs. Et on a mis de nouveaux directeurs qui ne connaissaient pas la gestion de la structure comme les 3 qu'on avait voulu le faire. Mais les 2 qu'on a mis, eux, ils avaient des très bons crédits records. Ils n'ont rien à voir avec le business, ils ne comprennent pas le business, mais stratégiquement, il fallait qu'on les mette eux comme directeurs. Et ça, c'est les choses que l'on va commencer à gérer dans le fonctionnement, dans les gestions, quand on va arriver dans ces étapes-là. Donc, en bref, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de potentiel dans la capacité de travailler ensemble. Là, je vois transférer les contributions existantes dans les nouveaux comptes de la compagnie. Ouais. Donc, c'est-à-dire ce sont les contributions. Parce qu'ici, oui, on va identifier un compte ou une personne temporaire pour recevoir les contributions initiales. Ok. Donc, c'est-à-dire que si on doit commencer à contribuer en février aujourd'hui, il n'y a pas de compagnie qui est créée. Donc, il n'y a pas de compte de compagnie qui est créé. On va trouver un moyen ou un endroit ou une personne où on va commencer à mettre l'argent. Et on peut le faire pendant 2-3 mois. Le temps qu'on fasse les autres étapes. Le jour où on crée la compagnie, on aura déjà une certaine somme d'argent en main. Si on crée la compagnie après 2 ou 3 mois. Alors cet argent-là, maintenant, on devra le prendre et le mettre dans le compte compagnie. Okay. À moins que vous nous disiez, bon, en tout cas, nous tous, nous sommes des frères du message, on doit se croire sur parole et on doit se faire confiance. Allons de l'avant, créons la compagnie aujourd'hui avec 10 personnes, par exemple, et avec 10 personnes qui sont actionnaires, on crée la compagnie immédiatement. Et quand on crée la compagnie, sur les 10, on choisit 2 ou 3 qui sont directeurs, et demain, ils vont ouvrir un compte à la banque. On peut également le faire. C'est-à-dire commencer immédiatement avec une entité et créer un compte bancaire et ensuite commencer à mettre de l'argent. C'est également possible. Donc, ça dépendra de ce que l'on pourra décider. Là, nous sommes déjà à 30 minutes pour faire ça un short. En cas de décès d'un actionnaire, c'est quoi la procédure? Bon, une fois qu'on est structuré comme étant une compagnie, donc il y a un statut de compagnie. Et le statut, on peut avoir un statut standard, on peut modifier le statut qui gère tous ces trucs-là. Quand quelqu'un meurt, ses avoirs doivent être transférés auprès des personnes que lui va choisir. Ça peut être son épouse, ça peut être ses enfants, ça peut être ce qu'il veut. Mais ça ne lui donne pas automatiquement le droit que si lui n'est pas là, qui décède ou qui décide de se retirer, que son fils ou son épouse remplace dans la structure. Ça, il peut soumettre la candidature et les autres actionnaires vont décider d'accepter le remplacement d'un actionnaire par un autre actionnaire, qui peut être un membre de famille ou etc. Ce n'est pas un truc automatique. Généralement, c'est une décision de l'actionnaire d'accepter quelqu'un de nouveau. Par contre, pour ce qui est de ses biens et de ses avoirs, donc la structure a un mécanisme pour donner ou faire bénéficier à un bénéficiaire de son choix de là où ses avoirs vont partir. Une autre question. Quand est-ce que les actionnaires vont commencer à tirer les dividendes de l'investissement qu'ils ont fait? Ouais. Donc, les dividendes, ce sont les paiements des profits. Et les dividendes sont payés quand les actionnaires eux-mêmes décident d'être payés les dividendes. C'est-à-dire que si la première année, on fait un profit de... Attendez, je vais revenir. Si par exemple, en première année, on fait un profit de 42 000, là, je ne fais pas encore attention à l'equity. L'equity, donc la première année, certainement qu'on ne pourra pas la récupérer. Ça s'accumule simplement. Vous faites un profit de 42 000.
À la fin de l'année, il y a un rapport financier et puis on se dit, bon, on a fait une garantie un profit de 42 000. Est-ce qu'on se paye des dividendes? On a dit non, c'est encore trop tôt, on ne se paye pas les dividendes. L'argent reste dans la compagnie. L'argent continue de tourner dans la compagnie. On arrive dans la deuxième année, 84 000. On se dit non, c'est encore trop tôt. Et on arrive à la troisième année, bon, on se dit, bon, ouais, prenons même 2 000, payons à chaque actionnaire 2 000 de dividendes. C'est une décision que les actionnaires eux-mêmes prennent au cours d'une réunion annuelle, quand on fait un bilan annuel, de décider si on doit se payer des dividendes. Et une fois que ces dividendes sont payés, donc vous aurez à payer une taxe personnelle par rapport à votre argent qui vous sera payé. La compagnie, dans son fonctionnement, paye ses taxes. Et quand la compagnie vous paye des dividendes, la compagnie justifie ce qu'elle a fait. Elle a payé les dividendes, l'argent est sorti. Donc, dans le rapport financier de cette année, la compagnie justifie son fonctionnement tel que correctement. Et vous, quand vous recevez votre argent, à vous de voir avec vos taxes pendant cette année-là, comment vous justifiez, parce que vous avez eu un income, vous avez eu un revenu supérieur à la normale. Parce qu'en tant qu'actionnaire ici, peut-être que vous travaillez ou vous avez d'autres activités. Ici, vous êtes un investisseur et votre investissement commence à vous payer. Éventuellement, en plus, l'argent se multiplie et les biens se multiplient. Vous pouvez vous payer des dividendes chaque année, tout comme vous pouvez vous payer des dividendes chaque 2 ans. Ça dépend des décisions des actionnaires eux-mêmes par rapport au paiement des profits. C'est bon, c'est très clair. Merci beaucoup. Ok.